Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre espace santé. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre du docteur Mazou Temgoua qui va nous parler de la COVID-19. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Lamine. J'espère que vous allez bien. On s'appelle aller. Alors, cette pandémie fait des ravages dans le monde entier. Qu'est-ce que la COVID-19? Alors, la COVID-19, merci déjà pour cette question. La COVID-19, c'est une maladie qui est effectivement considérée comme une pandémie aujourd'hui, en fait depuis mars 2020. C'est une maladie qui est due à un virus respiratoire. Ce virus respiratoire s'appelle SARS-CoV-2, c'est-à-dire Severe Acute Respiratory Syndrome 2. C'est pas le, on va dire, c'est pas le premier virus respiratoire à entraîner des ravages chez l'homme. Dans le monde entier, on a eu le MERS-CoV, on a également eu le SARS-CoV. C'est une maladie qui donne des détresses qui aboutissent chez une personne à des détresses respiratoires assez importantes. Voilà un peu la définition de la COVID-19. Alors, quelles sont les causes de la COVID-19? Comment est-ce que quelqu'un peut contracter cette maladie? Alors c'est important, c'est une très bonne question de santé publique parce qu'effectivement, aujourd'hui on pense qu'il vaut mieux miser sur la prévention. Et donc, parler de la prévention voudrait dire qu'il faut connaître effectivement comment est-ce que la maladie se transmet. La maladie va se transmettre de deux façons. Déjà une façon, on va dire, directe et une façon indirecte. De manière directe, ça se transmet par des sécrétions respiratoires, des gouttelettes qui proviennent des voies respiratoires d'une personne infectée vers une personne qui est saine. Ça, c'est la contamination qui est directe. C'est la raison pour laquelle on va vous dire respecter un certain périmètre de sécurité, 1,5 à 2 mètres, c'est pour que si l'individu tousse, parle ou éternue, que vous ne puissiez pas contracter cette maladie qui provient de ces voies respiratoires. Deuxième chose, c'est une contamination, on va dire indirecte, par le contact avec des surfaces qui sont contaminées. Les surfaces contaminées effectivement par les sécrétions de l'individu lorsque on va toucher ces différentes surfaces contaminées et que ces surfaces sont, cette main qui est souillée va au niveau de l'œil, va au niveau des narines, on peut effectivement être contaminé. Voilà donc l'enjeu important, c'est pour ça qu'on demande aux gens de laver les mains fréquemment, parce que quand on lave les mains, ce mode de contamination par la voie indirecte est assez limité. Bon, mais là, ce qui inquiète beaucoup plus les Camerounais, c'est parce que de nos jours, quelqu'un ne peut pas avoir une grippe simple ou alors une toux normale, parce qu'il suffit que tu éternues ou bien tu tousses, soit dans un taxi ou alors en public, tout le monde panique. Donc ça crée, je sais pas, on dirait que ça... Oui, on ne comprend plus rien, ça va dans tous les sens, en fait. Bon, les manifestations de la COVID-19, ça se passe comment? Quand quelqu'un est infecté, comment savoir que celui-ci a par exemple contracté le virus? Alors, c'est déjà une bonne introduction que vous avez fait en disant quand quelqu'un tousse, quand quelqu'un éternue, ça ressemble à la grippe, etc. Effectivement, cette maladie va se présenter souvent comme notre grippe que nous avons de façon habituelle. C'est-à-dire que l'individu va commencer à avoir des narines qui coulent, il peut se mettre à tousser, il peut être très fatigué, il peut avoir de la fièvre ou des douleurs articulaires. D'à peu près 80 à 85% des cas, on a ce tableau-là de grippe. Mais chez une certaine proportion d'individus, environ 5 à 10% des personnes vont présenter une détresse respiratoire importante qui va donc nécessiter qu'on mette cette personne sous oxygène. C'est en fait tout cela la gravité de la maladie. Quelque chose d'important qu'il faut souligner aussi, ce sont des choses que les gens ne pensent pas beaucoup, c'est la perte du goût et de l'odorat. C'est assez sensible dans cette maladie, de telle façon que si un individu a présenté les symptômes respiratoires qu'on a cités et qui présente un peu de ça, la perte de goût et de l'odorat, c'est très spécifique de cette maladie, donc il faut faire le test rapidement. Vous voyez que c'est ce qui est le plus important, parce que là vous pouvez avoir la grippe, vous paniquez, vous dites que c'est la COVID-19. Bon, maintenant, si vous avez la perte d'appétit, de l'odorat, là, il faut aller directement se faire consulter. Exactement. C'est-à-dire, mais disons, n'attendons pas tout ça dans un contexte épidémique ou pandémique. Lorsqu'on a déjà ces symptômes, et si on pense avoir été exposé ou été en contact avec quelqu'un qui était infecté, c'est déjà des signes d'alarme. Mais davantage, comme vous avez dit, si l'individu présente en plus de ça peur du goût, et peur de l'odorat, c'est encore davantage intéressant qu'il puisse se faire tester.
Il y a une chose de capitale que beaucoup négligent et qui est assez émergente dans ces maladies, c'est en fait les manifestations cardiovasculaires. On pense que le SARS-CoV-2, c'est-à-dire l'agent responsable de la COVID-19, peut induire des manifestations, on va dire cardiovasculaires, qui peuvent aller du trouble du rythme à l'insuffisance cardiaque. Donc c'est pour ça que ça en fait également la gravité. Et c'est même parmi les causes de mortalité dans le contexte de cette maladie. C'est vraiment une maladie qui fait des ravages, ça crée de la panique. Bon, docteur, nous constatons qu'au Cameroun, quand quelqu'un a des symptômes peut-être de la COVID-19, ces derniers ont peur d'aller dans les hôpitaux se faire dépister et beaucoup meurent dans les maisons. C'est inquiétant, beaucoup meurent dans les maisons alors que dans les hôpitaux, on parvient à la prise en charge. D'autres se reversent dans la médecine traditionnelle, je ne sais pas si on appelle ça la médecine traditionnelle, chacun concocte ses petits produits. Je me dis aussi peut-être que les Camerounais ont peur des hôpitaux actuellement. Effectivement. Ils ont peur d'aller dans les hôpitaux. Oui, disons que c'est ça, c'est une maladie. Beaucoup de personnes malheureusement stigmatisent les personnes qui sont atteintes. Ce qui fait donc que finalement, quand il faut aller consulter, on réfléchit à 2 fois avant d'aller consulter. Certaines personnes qui sentent qu'ils ont tous ces symptômes, ils préfèrent se traiter avec les médicaments de la pharmacopée traditionnelle ou de façon à l'aveugle, comme ça, se traiter. Ils essaient de mélanger des petits trucs, essayer de voir ce que ça va donner. C'est parce qu'effectivement, il y a un climat de stigmatisation qu'il faut casser rapidement si on veut vraiment que les personnes puissent rapidement fréquenter les hôpitaux. C'est aussi clair que beaucoup de personnes arrivent à l'hôpital. Il y a beaucoup de personnes à se faire prélever. Souvent, les gens n'aiment pas attendre. Mais dans un contexte comme ça, où il faut vous tester avant de vous mettre ce médicament, il faut s'armer de patience. Même s'il y a beaucoup de personnes pour se faire tester, vous prenez patience, on s'aide souvent tout le monde. Déjà, quand vous arrivez à l'hôpital, on va vous évaluer. Ce n'est pas tout le monde qui va nécessiter un dépistage. On vous évalue et on vérifie si effectivement vous êtes suspect. Si vous êtes suspect, on va vous prélever. Si vous n'êtes pas suspect, on va vous donner quelques conseils classiques pour que vous puissiez rentrer à la maison, etc. Et vous demander de revenir si jamais vous présentez un certain nombre de symptômes encore plus patents. Mais si les gens ne sentent pas de courage, ne sentent pas de patience et évitent la stigmatisation de cette maladie, on ne va pas arriver à pouvoir l'éradiquer. Bon, mais là, il y a une question qui me passe à l'esprit. Est-ce que lors des prélèvements, si par exemple un docteur prélève quelqu'un atteint de la COVID-19 et prélève quelqu'un de ça, bon, c'est vrai qu'au toucher, vous pouvez contacter le micro puisque vous portez les mêmes gants. Est-ce que vous ne pouvez pas contaminer ce qu'on a prélevé à quelqu'un du sang? Et demain, lors des résultats, on constate que lui est atteint. Est-ce que ça peut se faire? Ça peut arriver? Disons que tout est possible si on réfléchit dans ce sens-là. Mais pour avoir fait des tours à l'unité de dépistage, on sait que ces personnes prennent le maximum de précautions possibles pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire pour chaque individu, il y a des nouveaux gants. Donc, vous avez votre gant, une fois qu'une autre personne arrive, on change ses gants. Ce qui fait que vous voyez, ça évite qu'il y ait par exemple une transmission d'un germe des gants souillés vers par exemple le papier avec lequel on va pouvoir, vers la plaque avec laquelle on va pouvoir tester peut-être le germe. Disons que c'est un peu ça, donc c'est un peu évité, on évite au maximum d'aboutir à ce genre de situation. Bon, docteur, je ne sais pas si la COVID-19 se manifeste différemment en Afrique, au Cameroun particulièrement, par rapport aux autres pays de l'Europe ou de l'Amérique, parce qu'au Cameroun, ça fait combien de mois déjà que la COVID au Cameroun Disons que ça fait à peu près 4-5 mois. 4-5 mois. Bon, en Afrique, la contamination n'est pas assez rapide. Pourtant, ici, dans les taxis, nous sommes collés, dans les marchés, dans les bars, boîtes de nuit. Par contre, en Europe, en Amérique, où ils étaient en confinement, ils étaient confinés chez eux, on a constaté qu'il y avait tellement de décès, des gens mouraient chaque jour. Je ne sais pas si le climat joue aussi en notre faveur ou alors c'est notre immunité, tout simplement.